Je dirais qu'il y a deux niveaux pour analyser les résultats de ce plan. Le premier niveau, c'est l'évolution de la planification chinoise. C'est-à-dire que dans les années 50-60, la planification en Chine était dans la logique des régimes qui avaient été conçus dans la filière de l'Union soviétique, c'est-à-dire une planification très directive avec des engagements très précis, entreprise par entreprise, avec des objectifs qui étaient quelquefois tellement précis qu'ils en devenaient irréalistes. Depuis les grandes réformes, maintenant, on a une planification qui est plus indicative, qui est plus proche de la planification telle qu'elle se pratiquait en Europe de l'Ouest dans les années 50-60. Et donc, on a quelque chose qui est un outil qui est plus efficace. On définit des grandes lignes, on définit des grands axes, et ça permet à partir de ce moment-là de donner une certaine autonomie aux acteurs locaux, aux acteurs économiques. Et donc ça, je trouve que c'est une évolution qui est assez positive. Alors sur le plan qualitatif, deuxième niveau, sur le plan des résultats, ce qui est impressionnant, effectivement, c'est la poursuite de la croissance forte en Chine. Quand on prend le PIB de l'année du début du plan et le PIB qui sera celui de la fin du plan, il y a une augmentation de 50% en valeur. Donc une partie a été grignotée par l'inflation, mais vous avez eu une croissance très forte, qui est une croissance de l'ordre de 5,5 à 6% par an, ce qui continue à être une performance assez remarquable. Je pense qu'on peut considérer qu'il y a eu des résultats satisfaisants en termes de croissance, puisque effectivement la croissance a été forte, en termes d'évolution du pouvoir d'achat de la population, et puis en termes aussi de mutation de l'appareil productif. C'est-à-dire qu'on voit que la Chine, qui avait fait son décollage économique dans les années 90, beaucoup en étant un atelier, c'est-à-dire un endroit où on fournissait les biens de consommation pour les pays occidentaux, pour les pays déjà développés, la Chine a commencé à avoir une véritable mutation de son économie, d'abord vers son marché intérieur, et par-delà ce marché intérieur, vers une amélioration du pouvoir d'achat et des conditions de vie de la population. Et puis il y a eu une grande mutation aussi, c'est la poursuite de l'exode rural. C'est-à-dire que la Chine a une population rurale très forte. Dans les années 70, c'était même le centre de l'activité chinoise, même s'il y avait un grand discours sur l'industrie. Or là, la population rurale continue à diminuer avec une efficacité de l'agriculture qui est certainement une des choses les moins mises en avant et qui est pourtant une des choses les plus spectaculaires. Alors, il est évident qu'il y a eu un choix qui a été fait à la fin des années 70 et au moment des grandes réformes des années 80, qui était un choix de la croissance économique. C'est-à-dire, grosso modo, on peut considérer qu'il y a deux choix très opposés, radicalement opposés sur le plan économique et social. C'est d'avoir une société très égalitaire, mais relativement pauvre, et en revanche, avoir une société très riche, mais relativement inégalitaire. On peut considérer qu'effectivement, les inégalités étaient relativement faibles dans les années 60-70, mais la population vivait moins bien, clairement, que la plupart des populations environnantes. Et donc, le choix qui a été fait des réformes, c'était effectivement d'améliorer la situation. Comme le disait le Deng Xiaoping, l'important, c'est d'attraper des souris, quelle que soit la couleur du chat. Mais il faut attraper des souris. Attraper des souris, c'est donner un niveau de vie, un standard de vie à l'ensemble de la population qui soit plus élevé que celui qu'il y avait dans les années 60-70. De ce côté-là, le résultat est spectaculaire, c'est-à-dire que les inégalités sont creusées, mais le niveau de vie moyen et même le niveau de vie des plus pauvres en Chine est considérablement supérieur à ce qu'il était avant les réformes.